Bonjour à tous, à toutes et à ceux et celles qui seront au milieu du processus. Il va être question aujourd'hui de Danish Girl, le film réalisé par Tom Hooper sur la vie de Lily Helb, la première femme transsexuelle de l'histoire à avoir été opérée pour devenir femme. Le film reprend donc l'histoire de Einar Wegener, un artiste peintre danois qui, après avoir posé pour sa femme avec des bas féminins et avec des robes et avec des souliers, me semble-t-il, découvre que ça lui plaît énormément et plus que ça, découvre que ça fait très longtemps qu'en fait ça lui plaît et qu'en fait lui aurait bien envie de devenir elle. Et c'est donc le trajet de cette jeune femme en devenir qui va donc devoir se battre contre le monde qui est autour d'elle pour devenir ce qu'elle veut être, puisqu'à l'époque l'opération est encore dans ses balbutiements. Elle est donc la première à avoir été opérée, donc évidemment qu'on savait pas vraiment comment ça allait finir. Et puis, bien sûr, ça a fait scandale à son époque, puisque pour la première fois, on essayait d'aller contre les règles de la nature, entre guillemets. Donc, ça a forcément fait un certain ça a forcément marqué un petit peu les gens. Je commencerai par préciser que c'est une vision romancée de la vie de Lily Helb, ne serait-ce que pour vous donner une idée du niveau de romance. Elle devait subir 5 opérations pour devenir une femme. Et dans le film, on réduit ça à 2, par exemple. C'est de la simplification cinématographique et parfois un petit peu de liberté romantique. C'est-à-dire que il y a apparemment une version de la vie de Lily Helb qui est sortie en livre, totalement romancée, avec une histoire de couple très libertin avec sa femme, et apparemment beaucoup de personnages qui n'existaient pas en vrai et des choses comme ça. Là, apparemment, Tom Hooper a fait un espèce de petit mélange des deux, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus voulu prendre l'histoire réelle, mais y ajouter 2-3 éléments un peu fantasques qui venaient de la nouvelle. Je crois que notamment la meilleure amie du couple, qui a été changée d'une chanteuse d'opéra en une danseuse classique. Donc voilà, il y a quelques petits éléments qui ne seront pas tels quels de la vraie vie, mais c'est pas ça le plus important dans ce film. C'est bien entendu de traiter ce qui se passe dans la tête du personnage, l'évolution de son état d'esprit par rapport à ce changement total de personnalité. Lui qui était parti pour devenir un homme et vivre sa vie d'homme comme on doit la vivre entre guillemets, et qui a rencontré l'amour de sa vie avec sa femme Garda. D'un seul coup se voit offrir la vie qu'au fond, au plus profond d'elle-même, elle rêvait d'avoir. Difficile de jongler entre les pronoms. Je peux pas l'appeler elle pendant la première partie du film, donc c'est très compliqué. Bref, ce qui va retranscrire l'état d'esprit de Lily, ça va être bien évidemment la réalisation de Tom Hooper. Donc rappelons-nous que Tom Hooper est le réalisateur oscarisé, et de multiples fois, parce que multiplement n'existe pas, récompensé du Discours d'un roi, ou par exemple des Misérables, qui était sorti il y a peu de temps. Misérables, une des rares comédies musicales que je peux regarder de A à Z, parce que là c'est vraiment un changement de convention, c'est les personnages ne parlent pas, ils chantent. Voilà, c'est mon contrat de cinéma, tu l'acceptes et tu vas avec jusqu'au bout. Bah oui, très bien, allez-y. J'ai eu aucun problème pour entrer dans Les Misérables. La fin est un peu chiante, la partie vraiment barricade, et je les trouve complètement ratée, trop centrée sur l'histoire d'amour. Ce n'est pas le sujet, nous sommes sur Danish Girl. On retrouve son style traditionnel de réalisation, qui vraiment, je crois que Tom Hooper est fasciné par les personnages qui sont marginaux entre guillemets, qui sont décalés, qui sont pas dans leur univers. Même dans le Discours d'un roi, le roi qui bégaye. C'est dans ça que je dis les personnages décalés, et il les filme toujours comme ça. Son cadre est vraiment, je vois personne cadré comme ce mec. C'est très très rare. En principe, on essaye toujours d'être beaucoup plus centré dans les cadres. Moi, je suis un petit peu décalé, effectivement. Peut-être que moi, je les centre un petit peu, mais moi, en même temps, c'est parce que j'ai un format, j'ai l'affiche qui s'affiche là, tout le bordel. En principe, on devrait être beaucoup plus centré, ou alors travailler vraiment à champ contre champ et ce genre-là. Quand on a juste un plan large pour filmer 2 personnes qui parlent, généralement, on met les 2 personnes au milieu du cadre. Lui, systématiquement, il va mettre les personnages dans un coin de cadre. S'ils sont 2, il va les mettre tous les 2 ici, puis il y aura qu'un mur par là. Ou des portes ou des machins, mais il y aura pas d'autres personnages, il y aura juste 2 personnages là où je suis et puis le mur. Et il va vraiment le travailler, alors pas sur Lily, je dis pas un truc sur Lily, mais sur Garda à un moment. Garda est peintre également et veut aussi diffuser ses tableaux. Et à un moment, elle a une rencontre avec un galeriste. Au début du plan, elle est cadrée normalement, et moins le mec a envie d'exposer ses œuvres,
plus elle disparaît comme ça dans le cadre, et en fait on se retrouve avec elle est vraiment comme ça, elle est cadrée comme ça dans le film, je pense. Il doit y avoir peut-être un peu plus d'épaules, et comme elle est en focale plus large, voilà, on va dire, pour essayer de créer à peu près le rapport, mais c'est vraiment un tout petit personnage dans un coin, avec tout ça de vide, et le fait qu'elle soit décalée, petite, dans un coin, mise sur la gauche comme ça montre vraiment elle sait pas où se mettre, elle est pas à l'aise, elle est pas dans son univers, elle est pas dans son élément, et elle se sent rejetée, elle se sent pas acceptée. Et donc, elle est pas au milieu du cadre où elle pourrait respirer, vivre et bien cadrer. Elle est en bas du cadre, sur la droite, rangée dans un coin, cachée, mal à l'aise. C'est vraiment très intéressant cette façon de filmer les personnages. Ça a beaucoup de sens. Il y a une scène de bal, de réception, de soirée. Et c'est assez fou comment il cadre ça, parce que évidemment, donc on est au Danemark, donc il y a cette architecture géniale. Je reviens un petit peu sur l'architecture, la gestion des personnages, mais qui fait des bâtiments très très grands, beaucoup de hauteur et beaucoup de grandes fenêtres par exemple. Et donc il y a cette espèce d'énorme salle de réception. Et l'image est vraiment divisée en 3 parties. On a cette partie-là qui fait le plafond de la pièce, cette partie-là qui fait les fenêtres. Et les gens sont cadrés ici, mais c'est cadré en taille, c'est-à-dire que, enfin, vous voyez leur hanche ici, leur tête là, et après c'est fenêtre, plafond. Et c'est vraiment la pièce qui écrase les gens, presque à quel point c'est une réunion mondaine. Donc c'est un peu à quel point ces gens s'imaginent être énormes, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent être des personnes grandes, riches, etc. Et ils sont tout petits. Ils se créent des espèces de palaces avec des plafonds qui sont à 3 ou 5 mètres de haut et qui sont énormes et qui les dépassent complètement, qui sont bien au-dessus d'eux, et ils ont absolument pas besoin d'autant de hauteur. Et donc il y a quelque chose, ce cadre dit aussi quelque chose sur la foule qui est là, sur pourquoi est-ce que Einar se sentirait être étranger à cette foule et se sentirait décalé, se sentirait pas à sa place, le fait d'être dépassé par ce plafond gigantesque, cette énorme pièce, etc. Donc c'est une façon de filmer les personnages qui a beaucoup de sens, qui est très intelligente et qui est très bien faite. Il y a un plan que j'ai trouvé absolument magnifique, c'est un plan où un plan où Einar se rend dans un peep show. Et regarde donc une femme en train de se dévêtir, et la fille se rend compte au bout d'un moment que il la regarde, mais en essayant un petit peu de se projeter sur elle, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'il essaye de faire un peu les mêmes mouvements. Et il y a un plan magnifique où donc elle commence du coup à faire exprès de faire certains mouvements qu'elle voit qu'il aime bien, se caresser le visage, de ce genre-là. Et on voit donc Einar qui est de dos, en train de dos mais de 3/4 pour qu'on le voit quand même sur le cadre, en train de regarder la jeune fille se dévêtir et se caresser. On a en même temps la fenêtre qui bloque l'accès donc au peep show, qui fait un reflet, donc qui permet de voir le reflet de Einar sur la vitre. Et en même temps, projeté au fond de la profondeur, il y a cette jeune femme qui se déshabille et qui fait les mêmes mouvements que lui, puisque du coup ils se copient l'un l'autre. Donc il y a du coup cette espèce de miroir où son lui masculin est fantomatique, transparent, c'est un reflet. Et la femme est nette au fond et fait les mêmes mouvements qu'elle et fait les mêmes gestes qu'elle. Donc en fait, le vrai reflet, c'est celui qui est au fond du miroir et pas le reflet de la vitre. Mind blown! Ce plan est magnifique, il est génial, c'est sensationnel. J'ai vu ça, j'étais c'est merveilleux. Vraiment, c'est très très beau en termes de mise en scène. Évidemment, comme c'est des cadres très très beaux et très majestueux, dès qu'ils filment des rues et les rues du Danemark en particulier, ça sublime l'architecture de la région. C'est ces grandes maisons énormes, et du coup quand ça fait des grandes rues de grandes maisons, il y a beaucoup de maisons aussi qui ont beaucoup de couleurs, et il y a des rues qui respectent une couleur entière. Donc quand t'as une rue d'une couleur avec plein de trucs qui passent, les plans sont magnifiques. Ils filment toujours en focale extrêmement courte, donc il y a parfois des petites déformations des lignes très légères, parce qu'il prend des très bonnes focales qui gardent les lignes très très droites, qui font en sorte qu'il n'y ait pas trop de courbure des rayons, mais il y a quand même parfois, quand les personnages se rapprochent un peu trop de certains coins du cadre ou se rapprochent un peu trop d'une certaine partie, des moments où ça déforme un petit peu leur corps, mais c'est voulu. Enfin, ça se voit à peine. Si vous y prêtez pas attention, c'est pas fait pour se voir. C'est juste que ça montre à quel point ces focales sont courtes, parce que pour en arriver à avoir des déformations pareilles, c'est assez énorme. Et le fait qu'il filme tout comme ça est intéressant. C'est-à-dire que c'est jamais juste le personnage. C'est toujours le personnage dans son environnement. Le personnage tout seul n'a pas d'intérêt vraiment. C'est toujours le personnage dans son décor, là où il est, là où il sort, là où il veut aller, là où machin. Il faut toujours que le personnage soit inclus dans le reste. Et les focales courtes, ça permet ça, parce que ça permet une très grande profondeur de champ. Tout est très net dans l'image. Donc on a toujours le personnage
qui parfois peut être cadré avec des valeurs très proches, genre comme moi je suis, un plan épaule, plan poitrine haute, et quand même avoir énormément de décors derrière pour voir plein de choses, pour voir tout son environnement et pour voir dans quel cadre il est. Donc c'est vraiment très très beau. Et évidemment, comme à la fois Einar et Gerda sont peintres, il y a un gros travail sur l'évocation de certaines peintures qui est faite, la façon de montrer certains plans de nuit, certaines lumières, certaines oppositions, et en particulier les reflets dans l'eau. Il me semble, si j'ai pas trop mal suivi mes cours d'histoire de l'art, ce qui est tout à fait possible, parce que c'est pas vraiment le truc qui me fascinait le plus, je dois le confesser, il me semble que les peintres danois étaient particulièrement axés sur les reflets, et il y a énormément dans ce film de plans sur les reflets dans l'eau, et vraiment les reflets tels qu'ils étaient repeintés par ces peintres. C'est pour ça que j'ai vraiment des tableaux précis en tête, donc je pense qu'ils l'ont vraiment fait, mais tous ces c'est plus les impressionnistes français qui ont fait ça. Merde. Peu importe, c'est la peinture et il filme des reflets. il doit y avoir une intention quelque part. Mais il y a vraiment ce travail des reflets dans l'eau, dans le port, et c'est vraiment typiquement les reflets qu'il y avait, c'est-à-dire cette opposition de bleu, du bleu de la nuit, avec un bleu ciel, je suppose qu'il a filmé sans nuit tombante, et déjà le jaune des lumières de la ville. Donc qui je sais pas si à l'époque c'était déjà du gaz, il me semble que c'était déjà du gaz, en tout cas c'est jaune, et donc il y a ces mélanges de jaune et de bleu qui sont donc deux couleurs primaires deux couleurs qui s'opposent, et deux couleurs primaires il me semble, oui bleu jaune rouge, et qui du coup font un très beau contraste l'une avec l'autre, et il y a tout un travail comme ça de plans évocatifs de la peinture, notamment sur les reflets, mais aussi parfois sur des natures mortes ou des genre là. Donc c'est vraiment très très bien foutu. Et pour terminer là-dessus, vraiment sur l'intelligence de cette mise en scène, il y a à un certain moment, évidemment, on commence les opérations, et il y en a que 2 dans le film, comme je vous l'ai dit, il y en a 2 au lieu de 5. Ce que ça permet de faire, c'est de traiter ça de façon symbolique, c'est-à-dire que Lily se fait opérer, et le plan d'après, on va avoir un plan où donc on a Lily et Gerda dans un couloir, au milieu d'une intersection. C'est ça l'intelligence du plan, c'est que c'est un couloir qui fait un angle dans un bâtiment, et donc on a une partie du couloir dans un coin, une partie du couloir dans l'autre, et l'angle du bâtiment au milieu, et elles sont chacune d'à côté de l'angle. Je crois même que Lily est pile au milieu, ça a du sens, c'est parce que elle est au milieu de sa transformation, elle est au milieu de son changement de sexe, elle est au milieu de son changement de voix. Donc elle est au milieu d'un crossroads, elle est un croisement. C'est pas un croisement parce qu'il n'y a pas d'autre chemin, mais elle a un croisement. Et le début de ce plan le film avec le couloir en face, et une fois que cette scène est terminée, c'est une scène justement sur son acceptation à elle-même de sa propre évolution. La caméra est à nouveau à cet endroit-là, mais au lieu de filmer vers l'intérieur le couloir, filme de l'autre côté l'extérieur, c'est-à-dire le paysage qu'elles sont en train de regarder, pour montrer que du coup il y a une acceptation de son changement, etc. Je sais pas si le changement était vraiment une question d'acceptation, mais enfin ça reste quelque chose de fort à vivre pour quelqu'un, et donc transcrire par la mise en scène qu'elle le vit bien, c'est important. Donc voilà, vraiment j'ai été totalement charmé par le film. Si j'ai peut-être un petit reproche à faire, c'est que je le trouve globalement très optimiste. Je trouve que ça se passe très très bien pour elle. Pendant de nombreuses... Il y a évidemment des moments où ça va pas, il y a évidemment des moments de dépression, il y a évidemment des moments où les couples s'engueulent, etc. Mais notamment en termes de la violence des gens à l'extérieur, il y a qu'une scène où elle se fait tabasser. En 1920, quand tu te promènes habillé en fille alors que t'es un mec, s'il y en a qui le voient, je pense que tu finissais pas aussi propre qu'elle finit. Mais c'est vraiment peut-être le seul bémol que je peux avoir, c'est que ça reste très léger et très facile. C'est plus ça reste facile. Et ça paraît trop facile pour l'époque à laquelle ça se déroule, et les mentalités qui avaient à ce moment-là. C'est les années 30, je crois, plus que les années 20, où elle commence vraiment à changer de sexe. Je crois que c'est en 30-31 qu'elle commence à apparaître en femme. Juste avant de terminer, je vous encourage à ne pas faire confiance à la traduction française, parce que je l'ai vu en VOST, bien sûr, et il y a 2-3 traductions qui m'ont vraiment étonné, et enfin 2-3. Juste 2-3, ça m'aurait pas fait chier, mais à de nombreuses reprises dans le film, il y a des traductions qui sont très étranges. Par exemple, à un moment, Gerda va pas bien, et en VO elle dit I have my periods, donc elle va dire j'ai mes règles. Traduit en français par je suis préoccupé. Pas compris. Est-ce qu'on est quand même devenu assez prude en France pour ne pas traduire règles et mettre préoccupé?
c'est quoi ce délire? Des fois des vrais non-sens parce que à un moment elle lui dit do you want to try another doctor? Donc un autre docteur, et traduit en français par un dernier docteur, ce qui est pas du tout le même sens non plus. C'est en France, quand on promet allez c'est le dernier, il y a un sens particulier. Là c'est tu veux qu'on essaye un autre, c'est pas non plus le même sens. Enfin c'est il y a des choses très étranges dans cette traduction française qui m'ont beaucoup choqué quand j'étais en face, donc je vous encourage à vous mettre un petit peu en garde. Parfois, la traduction est un peu romancée, quand même. Bref, encore un excellent film de la part de Tom Hooper, et un excellent film sur le changement de sexe d'ailleurs, parce que quand j'y pense, Laurence Anyways, c'était aussi un film que j'avais adoré. Donc voilà, je vous encourage à aller le voir. C'est un très beau film, c'est magnifique. C'est à voir pour n'importe qui, que vous vous intéressiez ou pas à la communauté homosexuelle, LGBTT, machin, et tous les trucs que tu peux rajouter derrière. Je pense que ça parlera à n'importe qui. C'est très très fort, c'est très beau, c'est magnifiquement tourné, c'est très intéressant et intelligent. Enfin, voilà, un très très beau travail que je vous encourage à aller voir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!